édition de Metro News pour l'année 2026. Madame, Monsieur, bonne année, bienvenue à cette nouvelle page d'actualité. Les titres à la une, le Conseil de sécurité de l'ONU est divisé au sujet de l'intervention américaine au Venezuela. Réuni en urgence le 5 janvier à New York, le Conseil a débattu de l'intervention militaire ayant conduit à l'arrestation du président Nicolas Maduro. Alors que Washington défend une opération ciblée contre le narcoterrorisme, plusieurs puissances, dont la Chine et la Russie, dénoncent une violation du droit international sans qu'aucune résolution ne soit adoptée. Le professeur Camille Chalmers de la PAPDA considère l'opération militaire américaine au Venezuela comme une violation du droit international ainsi que des dispositions légales internes des États-Unis. L'altermondialiste estime que la lutte contre le trafic de drogue invoqué par Washington n'est qu'un prétexte visant à reprendre le contrôle des ressources vénézuéliennes. Plusieurs bandits ont été neutralisés au cours d'une opération récente de la PNH et de la force de répression des gangs le 2 janvier dans la commune de l'Arcaillet. Au moins 3 fusils d'assaut de gros calibre ont été saisis ainsi que plusieurs chargeurs. Les forces de l'ordre ont également détruit un poste de péage que les bandits utilisaient pour rançonner les membres de la population. À tout de suite. Bienvenue au développement du journal Metro News. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence ce lundi 5 janvier à New York pour débattre de l'intervention militaire américaine au Venezuela qui a conduit à la capture du président Nicolas Maduro et de son épouse Cilia Flores le 3 janvier. Le secrétaire général Antonio Guterres s'est dit profondément alarmé par cette opération qualifiée de dangereux précédent, violant potentiellement le droit international et la Charte des Nations Unies. Il a appelé à la retenue, à la désescalade et à un dialogue inclusif respectant la souveraineté vénézuélienne. Les États-Unis ont défendu l'action comme une opération chirurgicale d'application de la loi contre des fugitifs accusés de narcoterrorisme, tandis que la Russie, la Chine et plusieurs pays latino-américains l'ont condamné comme une agression. Aucune résolution n'a été adoptée en raison des divisions. Parallèlement, Nicolas Maduro a plaidé non coupable ce lundi devant un tribunal new-yorkais. Les avis sont partagés au sujet de la capture du président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro, par les autorités américaines. Plus d'un redoute un embrasement de la situation dans la région à la suite des propos du président américain Donald Trump visant d'autres pays de l'hémisphère, notamment Cuba et la Colombie. Parallèlement, en Haïti, la population retient son souffle quant à l'avenir du pays à partir du 7 février prochain, date marquant l'expiration de l'accord du 3 avril 2024. Par ailleurs, le rétablissement de la sécurité et l'organisation d'élections figurent parmi les principaux défis auxquels seront confrontés les dirigeants haïtiens. Pour analyser ces différentes actualités, nous recevons l'altermondialiste Camille Chalmers de la PAPDA. Pour démarrer l'année 2026, on reçoit l'économiste Camille Chalmers. Eh bien, on va parler de l'intervention américaine au Venezuela. Alors, quelle est la lecture de l'économiste sur la situation dans la région? Et ensuite, on va parler de la crise politique en Haïti. Quelle perspective après le 7 février 2026. Bonsoir, M. Chalmers. Bonsoir, merci pour l'invitation et bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs. Un plaisir de vous recevoir. Alors, on sait que l'actualité qui domine, c'est l'intervention américaine au Venezuela. Et Haïti est un pays ami. Alors, quelle est votre lecture sur la situation? Une intervention américaine au Venezuela, on croyait aux fake news, on ne voulait pas croire et ce qui s'était passé. Alors, comment vous voyez la situation? Bon, avec beaucoup de tristesse et beaucoup d'indignation,
puisque nous sommes dans un processus où on assiste à une espèce de gangstérisation des relations internationales, parce que ce geste du gouvernement Trump est en violation flagrante des conventions internationales, de la Charte des Nations Unies, et aussi viole les lois américaines, puisque le président des États-Unis ne peut pas engager des actions de ce genre sans une approbation préalable du Congrès. Donc, ça veut dire que nous sommes dans une situation tout à fait exceptionnelle et qui témoigne du désespoir de l'impérialisme américain qui traverse une profonde crise et qui est à la fois une crise économique très grave, mais aussi une crise de transition hégémonique. Parce que la puissance américaine est en train de perdre pied face à la Chine et face à l'émergence d'un ensemble de nouveaux blocs économiques. Et cette puissance est prête à tout faire pour essayer de récupérer sa position centrale dans le système mondial. Donc, intervenir dans un pays sans qu'il y ait au préalable de déclaration de guerre, enlever un président élu constitutionnellement et l'emprisonner. Donc, c'est une forme de gangstérisme. D'ailleurs, il faut souligner que ce qui s'est passé le 3 janvier entre dans une succession d'agressions contre le Venezuela qui ont commencé depuis 2012-2013. Et les États-Unis ont adopté toute une série de mesures coercitives unilatérales avec un espèce de blocus qui a gêné énormément les transactions commerciales du Venezuela, par exemple l'exportation du pétrole qui a chuté de façon dramatique et qui a créé une véritable crise économique très grave avec des conséquences dramatiques pour la population. Et justement, le paradoxe, c'est que nous sommes dans une conjoncture où le Venezuela était en train de se relever de cette crise. Par exemple, pour l'année en cours, le Venezuela sera le pays qui aura le plus fort taux de croissance du PIB, de toute l'Amérique latine. Donc, c'est un pays qui était en train de se relever et il faut souligner, avec beaucoup de courage, beaucoup de lucidité et une intelligence stratégique, parce que tout avait été fait pour provoquer un effondrement du régime bolivarien qui a résisté à des attaques multiples de toutes sortes et qui aujourd'hui fait face à un acte de piraterie, un acte de banditisme tout à fait inacceptable. Donc, je pense que c'est un jour sombre pour le continent et il y aura de multiples conséquences de les relations des États-Unis avec le reste du continent. Bien sûr, et M. Trump, depuis son accession au pouvoir, a l'ambition de faire renaître la doctrine Monroe, qui prétend que tout ce qui existe au niveau du continent appartient aux États-Unis, l'Amérique aux États-Unis, n'est-ce pas? Mais c'est un temps qui est totalement révolu et nous sommes dans une conjoncture mondiale tout à fait différente. Nous sommes dans une conjoncture mondiale où justement les peuples de l'Amérique latine ont fait des expériences politiques de construction de projets nationaux souverains avec des résultats spectaculaires. Si on pense au Brésil, au Venezuela et beaucoup d'autres pays, où justement la capacité de construire des projets souverains a donné des résultats extrêmement importants en termes de réduction de la pauvreté, en termes de réduction de la faim, et qui a dynamisé aussi des processus nouveaux d'intégration économique, avec UNASUR, ALBA, etc. Donc, on peut dire que nous sommes dans une conjoncture où il y a un véritable renouveau des peuples au niveau de l'Amérique latine et on peut dire que le Venezuela, et en particulier sous le leadership de Hugo Chávez Frías, a été un acteur très important dans ce réveil des peuples de l'Amérique latine. Donc, je pense que c'est un acte extrêmement grave qu'il faut condamner avec fermeté. Et c'est un acte qui aura des résultats dramatiques, même pour les États-Unis. Parce que c'est un acte, évidemment, qui menace la souveraineté de tous les pays de la région. Et ceci va empoisonner, bien sûr, les négociations entre les États-Unis et tout le reste du continent. D'ailleurs, nous avons déjà vu beaucoup de pays lever la voix et critiquer très sévèrement cet acte inacceptable. Oui, plusieurs chefs d'État de la région ont déploré l'acte. Claudia Sheinbaum du Mexique
Et puis Gustavo Petro de la Colombie qui a même menacé de reprendre les armes. Et alors, en Haïti, quelle devrait être la position d'Haïti par rapport à cet acte? Bon, Haïti devrait condamner fermement cet acte, cette agression, pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a toute une histoire entre Haïti et le Venezuela. N'oublions pas qu'au début du XIXe siècle, les relations entre Dessalines et Miranda, les relations entre Bolivar et Pétion ont joué un rôle clé de la conquête des indépendances et la libération de presque tous les pays de l'Amérique latine par rapport aux puissances européennes. Donc il y a toute une expérience de fraternité et de solidarité agissante et qui a provoqué des changements et des transformations profondes dans la nature même des régimes politiques du continent. Et avec l'élection de Hugo Chavez en 1998, c'est un leader qui a toujours signalé l'importance d'Haïti et la nécessité de reprendre les liens historiques entre Haïti et le Venezuela. Et donc, je pense qu'il y a une responsabilité de continuer avec cette tradition historique. Donc, nous sommes un peuple qui a inventé la notion de l'autodétermination, la notion du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes à partir de la révolution de 1904. Donc, il faut rester fidèle à cette tradition et dénoncer cet acte barbare, criminel des États-Unis contre le peuple vénézuélien. Et c'est très important aussi de souligner que la rhétorique évoquée par M. Trump sur la question de la drogue est tout à fait mensongère. Et il s'agit en fait pour le gouvernement américain de prendre le contrôle du territoire vénézuélien, de prendre le contrôle des immenses richesses du Venezuela, notamment les réserves pétrolières. C'est le pays qui a les réserves pétrolières les plus abondantes au monde, avant même l'Arabie saoudite. On parle de 300 milliards de barils. Et il y a aussi des gisements aurifères extrêmement importants et des métaux qui jouent un rôle stratégique dans l'industrie moderne. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de prendre contrôle des richesses du Venezuela et de revenir à la période des années 50 où beaucoup de multinationales américaines tiraient leur profit de l'exploitation du pétrole vénézuélien. Et c'est ça, justement, l'intérêt de l'analyse. Il faut souligner que le projet bolivarien a montré qu'il était possible au peuple de la région de reprendre le contrôle sur les ressources stratégiques et de mettre cette richesse au service des besoins de la majorité de la population. Donc c'est ça. Et aujourd'hui, non seulement l'impérialisme américain veut reprendre le contrôle du Venezuela et de ses richesses, mais aussi veut humilier et tuer cette expérience de souveraineté, cette expérience de dignité, n'est-ce pas? Et veut entrer dans un sentier d'asservissement et de recolonisation. Donc c'est très important qu'on comprenne quels sont les enjeux réels et justement souligner l'importance de la solidarité avec le peuple vénézuélien, la solidarité avec le projet bolivarien, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une histoire entre les États-Unis et le Venezuela, mais il s'agit de la reconfiguration des liens entre les États-Unis et le reste du continent. Entre 1898 et 2025, il y a eu 42 interventions politiques et militaires des États-Unis dans le continent, avec des interventions militaires, par exemple en Haïti, au Nicaragua, en République dominicaine, Grenade, etc. Et des interventions qui se font parfois à travers des militaires ou des partis qui sont sous le contrôle des États-Unis, comme cela s'est fait par exemple en 1973 au Chili. Donc il y a une longue histoire dramatique d'interventions états-uniennes et qui ont toujours eu comme conséquence de bloquer les processus de construction démocratique dans le continent. Donc on veut revenir à cette tradition, mais M. Trump doit se rendre compte que nous sommes dans une conjoncture mondiale tout à fait différente. D'abord, il y a une remise en question des relations de dépendance et il y a la construction de nouveaux blocs, comme par exemple les BRICS, etc. Donc, nous sommes dans une conjoncture où les États-Unis ne peuvent pas penser qu'ils peuvent faire renaître la doctrine de Monroe de 1823. Nous sommes en 2025. Et je pense que cet acte va avoir un effet négatif pour les États-Unis,
va encourager les peuples justement à entrer dans des processus d'intégration pour pouvoir se défendre face à cette agressivité. Et nous allons avoir justement un approfondissement des liens entre les différents peuples de l'Amérique latine, un approfondissement des mécanismes d'intégration qui ont été lancés dans les années 90, 2000, n'est-ce pas? Et c'est très important de souligner que cette agressivité de l'impérialisme américain ne va pas obtenir les conséquences attendues par M. Trump. Parce que l'objectif final, c'est de faire tomber le régime bolivarien et de reprendre le contrôle du Venezuela, alors que le peuple vénézuélien est prêt à se défendre, est prêt à continuer avec le processus bolivarien. Et aujourd'hui, c'est très important de souligner que cette opération chirurgicale qui a permis l'enlèvement de Maduro et de sa femme n'a pas été accompagnée d'une invasion militaire. Donc il n'y a pas une occupation du territoire. Et aujourd'hui, le territoire du Venezuela reste sous le contrôle du gouvernement bolivarien. Tous les pouvoirs sont en place et ils fonctionnent. Et aujourd'hui, nous avons vu des signaux très clairs qui montrent que le peuple vénézuélien est prêt à se défendre face à de nouvelles agressions. Et pour finir, il y a la crise politique qui persiste en Haïti. Alors, quelle perspective pour après 7 février 2026? Bon, nous sommes effectivement dans une crise très grave, avec des conséquences dramatiques pour le peuple haïtien, avec des souffrances incalculables, plus de 1,4 million déplacés, des homicides, des viols, des incendies, des pertes en termes d'infrastructures, destruction d'universités, d'hôpitaux, de bibliothèques, etc. Donc nous sommes dans une situation extrêmement grave qui est caractérisée justement par une fabrication du chaos, une fabrication d'une situation chaotique, c'est pas, qui perdure, c'est pas. Et l'année 2026 commence avec beaucoup d'incertitudes. Beaucoup d'incertitudes par rapport à ce qui va se passer pendant l'année 2026. Et beaucoup d'acteurs politiques ont, disons, des projets qui restent opaques. C'est très difficile de faire des prévisions. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a l'impression que les rapports de force restent défavorables au peuple haïtien. Et on a l'impression qu'il y a cette volonté de continuer avec le chaos, de continuer avec la destruction de la société haïtienne. Et aujourd'hui, tous les Haïtiens, toutes les organisations doivent prendre conscience de l'urgente nécessité de se rassembler pour offrir au pays un projet de sortie de crise et un projet de construction nationale. Et ce projet de construction nationale doit tenir compte justement du fait que nous sommes dans un pays qui est outrageusement dépendant de l'impérialisme américain. Donc il faut faire la connexion avec ce qui se passe au Venezuela, parce que depuis 1915, on a construit des mécanismes de tutelle où justement l'impérialisme américain choisit nos présidents, choisit nos premiers ministres, décide sur les résultats des élections, décide des politiques économiques à suivre, par exemple les tarifs douaniers. Nous avons cette confession de Clinton devant le Congrès américain où il dit qu'il a lui-même imposé des tarifs douaniers en Haïti. Donc il faut sortir de cette situation pour que le peuple haïtien ait la possibilité de construire son avenir, de construire un projet de dignité, de liberté et de souveraineté. Merci, M. Chalmers. Bonne année. Meilleurs vœux. Merci, Métropole, et meilleure année 2026. Notre invité pour ce lundi 5 janvier 2026, l'économiste Camille Chalmers. Le professeur Joseph Harold Pierre incite les autorités haïtiennes à adopter une position neutre concernant le Venezuela. Invité ce lundi à la rubrique Le Point, il a rappelé que les États-Unis et le Venezuela ont une importance égale dans l'histoire d'Haïti. Par ailleurs, l'expert en politique latino-américaine a jugé que Nicolás Maduro a mal interprété la situation dans laquelle il se trouvait, repoussant toute négociation avec les États-Unis trop longtemps. Joseph Harold Pierre. Bon, autre bagaille important là, même des capables de dire qu'il y a deux éléments pour nous considérer. Une est mineur, l'autre la majeur. L'élément mineur là, c'est les forces armées vénézuéliennes. Si c'est eux même qui t'a supporté Chavez, ça ne veut rien dire
Si ce n'est pas jeudi, c'est demain, si vous avez supporté, qu'à protéger Maduro, vous avez pris Maduro, parce que même pour compter pas, vous pas capable. Maintenant, qui force Maduro te compter? Ces deux forces, c'est la Russie avec la Chine, mais elles font très mauvais calcul parce qu'elles pas senti gagner l'autre priorité régionale. La Russie, c'est l'Ukraine. La Chine, actuellement, c'est Taïwan. Mais très important, la Chine, c'est un pays qui dépend de commerce international. Et premier partenaire, c'est les États-Unis. Donc, bon façon, la gérer relation avec les États-Unis. Parce que la Chine pas entrée dans le nationalisme irrationnel, encore moins dans tendance impérialiste, mais c'est optimisation économique qui intéressait la Chine. Donc, dans ce cas, les 15 000 fois plus important pour lui, qui gens capable de opposition optimale dans le rapport avec les États-Unis, que entrer dans une bataille sans calcul pour le supporter Maduro. Donc, raison ça fait que la Chine prend position, Donc, je pense que Maduro a fait mauvais calcul pensant que la Chine avec la Russie d'après le supporter dans le contexte ça. Pour Haïti, moi, je pense que c'est fondamental pour nous apprendre de ce qui passe dans la région. C'est pas une question de y aurait aimé Haïti ou pas aimé Haïti, c'est une question d'intérêt. Qui genre le gouvernement actuel et ça cap venir, qui genre est capable de positionner pour le défendre intérêt Haïti avec un pile intelligence et calcul. Je pense que Haïti du point de vue économique, et qui bagarre capable d'offrir. Je pense que Haïti du point de vue de ça les soft power dans la question culture, qui bagarre capable d'offrir et même Haïti capable de jouer Salvador avec Saint-Domingue dans la question idéologique. Donc, depuis nous utiliser le levier, Haïti capable de profiter même de conjoncture ça, mais avec un pile intelligence, avec un pile rationalité, et puis sans nous capable de dire nationalisme irrationnel, mais oui, nous capables de sortir, m'a toujours aidé dans la réflexion pour nous voir qui gens Haïti capable de libérer et venir au pays développé tant que tout l'autre. Plusieurs bandits ont été neutralisés au cours d'une opération conjointe de la PNH et de la force de répression des gangs le 2 janvier dernier dans la commune de l'Arcaïen. Au moins 3 fusils d'assaut de gros calibre ont été saisis, ainsi que plusieurs chargeurs. Les forces de l'ordre ont également détruit un poste de péage que les bandits utilisaient pour rançonner les membres de la population. Le maire de la commune, Wilner René, appelle au renforcement des mesures sécuritaires dans la zone, tout en évoquant un lourd bilan humain de 15 morts depuis le début des attaques du gang taliban. Richie Fortuné nous en dit plus. Dans la zone de l'Arcaïen, la tension monte. À Bercy, des bandits ont semé la terreur pendant plusieurs heures, laissant derrière eux un bilan tragique. Joint par téléphone, le maire de la commune de l'Arcaïen est revenu sur ces moments de vive tension provoqués par les groupes armés. Wilner René. Mais heureusement, la police et la population toujours mettent tête ensemble pour voir comment est-ce qu'on est capable de faire résistance avec eux. Mais ça n'a pas empêché que M. Sao crée un pile panique sous zone, notamment sous Bercy qui est zone limitrophe entre Akaï et Cabaret. Et M. Boulé en pile caille, Boulé en pile institution qui était dans la zone, tout le monde. Selon le maire, une dizaine de membres de la population ont été tués. Il appelle à l'intensification des actions de la police nationale afin de freiner la progression des gangs dans la commune. Wilner René redoute que la répétition de ces attaques, devenues quasi systématiques, n'entraîne un bilan encore plus lourd. Pour le moment, on a parlé là, nous déjà avons plus passé 13 personnes qui mourent, alors brigadier, et sans compter l'autre membre de la population qui prend balle, et il y a plusieurs brigadiers dans le moment on a parlé là, qui, même sous cabane de l'hôpital, qui prennent soin qu'ils ont mérité. Parce que M. Sao, chaque jour, il a tiré sur la population. Eh bien, un jour qui était 2 janvier 2026, là, eh bien, tu as une opération aux environs minuit et 1h du matin. Vraiment, tu as plusieurs drones qui étaient explosés dans la zone. Et en pile là-dedans, ils sont allés et même passé à l'Orient, mais ça n'a pas empêché que M. Sao bougeonné, il a multiplié. Par ailleurs, dans une note publiée sur les réseaux sociaux, la police nationale annonce avoir mené une opération à Bercy dans l'objectif de rétablir l'ordre public et de démanteler le réseau criminel installé dans cette zone stratégique. Dans le cadre de cette intervention,
Les forces de l'ordre ont détruit un poste de péage illégal érigé par les bandits. Plusieurs d'entre eux ont été abattus lors des échanges et des armes à feu ont été récupérées par les policiers. La PNH affirme que ces opérations se poursuivront. 2026 est une année électorale, quoi qu'il advienne, a déclaré le président du Conseil présidentiel de transition CPT, Laurent Saint-Cyr, le 1er janvier, à l'occasion du 222e anniversaire de l'indépendance du pays. Dans son discours officiel, le chef de la transition a souligné que le gouvernement et le CPT ont déjà adopté le décret électoral, tandis que le Conseil électoral provisoire CEP, de son côté, a également validé le calendrier des scrutins. Laurent Saint-Cyr a également promis l'arrivée de nouveaux contingents en renfort à la force de répression des gangs afin de rétablir la sécurité et de permettre aux citoyens de circuler librement et d'aller voter. Compte rendu, Garbijan. Cette énième commémoration de la proclamation de l'indépendance s'est une nouvelle fois tenue dans un contexte sécuritaire tendu. Le président du CPT a néanmoins réitéré son engagement à travailler sans relâche pour renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national et créer un climat propice à la tenue d'élections. Malgré la brutalité extrême avec laquelle les gangs ont chassé plus de 1,3 million de compatriotes de leur quartier d'origine, semant le deuil et la peur dans au moins 3 départements stratégiques du pays, le président du CPT, Laurent Saint-Cyr, a assuré que des progrès ont été réalisés sur le plan sécuritaire. Selon le coordonnateur du CPT, si les gangs n'ont pas pris le contrôle total de la capitale, c'est grâce à la vigilance des agents de la PNH et des forces armées. Entre-temps, l'agenda de 2026 se précise entre promesses de sécurité et organisation d'élections crédibles. Nous ne pouvons plus rester dans une transition après l'autre. Les élections demeurent le meilleur moyen pour rétablir la légitimité, la stabilité et la confiance, a-t-il affirmé, précisant que les fonds nécessaires à l'organisation des joutes électorales sont déjà mobilisés. Autre point abordé dans son discours, l'arrivée cette année de nouveaux contingents en renfort à la FRG afin de rétablir la sécurité et de permettre aux citoyens de circuler librement pour aller voter. En principe, le mandat de l'organe de transition qu'il dirige arrive à terme dans un mois à peine, une question qui divise les acteurs tant au sein du CPT qu'à la primature. Laurent Saint-Cyr a évoqué la date du 7 février en prônant le dialogue afin d'éviter que le pays ne sombre dans le chaos. Il n'a toutefois fourni aucune précision concernant le départ du pouvoir en place. Par ailleurs, le 2 janvier, il a procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs au musée du Panthéon national haïtien en hommage aux héros et héroïnes de la guerre de l'indépendance, aux côtés des conseillers présidents Frinel Joseph et Smith Augustin, ainsi que le Premier ministre Alex Didier-Fils-Aimé. Dans une allocution axée sur l'unité et la paix, le coordonnateur du CPT a estimé que l'organisation des élections au cours de l'année 2026, comme le prévoit le gouvernement, serait un acte fort d'hommage aux ancêtres. Le centre d'appel d'urgence du Cannes est de nouveau opérationnel, a affirmé le directeur général de l'institution, Ronan Aristide, lors de la présentation du bilan des activités menées à l'occasion des fêtes de fin d'année. Il a également annoncé que des dispositions seront prises à l'approche de la période carnavalesque afin de répondre aux besoins de la population. Par ailleurs, le directeur général appelle les autorités étatiques à renforcer les capacités du centre ambulancier national. Selon lui, le nombre d'appels risque de saturer le standard, soulignant que l'équipe reste pleinement mobilisée. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis et Guitry Choisy. Le centre d'appel du Cannes est à nouveau opérationnel, se réjouit le directeur général de l'institution. Ronan Aristide en a profité pour dresser un bilan positif des efforts déployés par les employés en vue de répondre aux urgences à l'occasion des fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, nous avons plus de possibilités pour nous capables de recevoir beaucoup plus d'appels par rapport à ça que nous devons recevoir déjà. Et nous pensons que pour nous-mêmes, c'est une grande satisfaction parce que lors du Cannes, donc, ou du centre d'appel dans centre ambulancier national, c'est un plus gros outil parce que c'est lui-même qui fait interaction entre institutions avec population. Le monde dans l'urgence là, c'est côté où nous y là, dans centre d'appel là, c'est lui-même qui pour recevoir mon yo.
L'opportunité pour le numéro 1 du CAN de faire part des dispositions qui sont prises à l'approche de la période carnavalesque. Le CAN est mobilisé en ce sens, dit-il. Toutefois, a-t-il souligné, les autorités étatiques doivent emboîter le pas. Ça fait que depuis qu'on y a, nous-mêmes au niveau du centre ambulancier national, nous mobiliser. Nous mobiliser pour tout pays. Tout côté qui parle de carnaval. Donc nous connaissons Jacques Mel, son côté qui est réputé pour un carnaval spécial. Donc au niveau sud-est, au niveau Jacques Mel, nous avons lui-même projecteur. Nous. Et très prochainement, nous allons voir qui ça que nous commençons à faire dans Jacques Mel. En préparation à question carnaval. Mais au niveau national. Parce que même si vous n'avez pas bien même ampleur, mais c'est le monde qui va là-dedans. Et tout a attiré full monde. Et bien depuis que full monde, canne là. C'est ça qui fait que nous avons profité pour nous lancer un vibrant appel by l'État haïtien pour capable voyager sous centre ambulancier national. Le CAN dispose désormais d'un centre d'appel renforcé afin de répondre aux besoins de soins des membres de la population. Le DG de l'institution a affirmé qu'il entend jouer sa partition en collaboration avec les autorités étatiques. Rappel des titres développés à Metro News. Le Conseil de sécurité de l'ONU est divisé au sujet de l'intervention américaine au Venezuela. Réuni en urgence le 5 janvier à New York, le Conseil a débattu de l'intervention militaire ayant conduit à l'arrestation du président Nicolás Maduro. Alors que Washington défend une opération ciblée contre le narcoterrorisme, plusieurs puissances, dont la Chine et la Russie, dénoncent une violation du droit international sans qu'aucune résolution ne soit adoptée. Le professeur Camille Chalmers de la PAPDA considère l'opération militaire américaine au Venezuela comme une violation du droit international ainsi que des dispositions légales internes des États-Unis. L'altermondialiste estime que la lutte contre le trafic de drogue invoquée par Washington n'est qu'un prétexte visant à reprendre le contrôle des ressources vénézuéliennes. Plusieurs bandits ont été neutralisés au cours d'une opération récente de la PNH et de la Force de répression des gangs le 2 janvier dans la commune de l'Arcaillère. Au moins 3 fusils d'assaut de gros calibre ont été saisis ainsi que plusieurs chargeurs. Les forces de l'ordre ont également détruit un poste de péage que les bandits utilisaient pour rançonner les membres de la population. Nous sommes arrivés à la fin du journal Metro News. Un plaisir de vous avoir servi. Encore une fois, bonne et heureuse année 2026 sur la Télémétropole.